Salut à tous, c'est Bismart. Tiens, on va parler capital humain. On peut parler capital humain, ça va hein. Voilà, on peut parler capital humain avec Eric Albert. Alors capital humain et puis aussi stratégie d'entreprise, parce qu'en l'occurrence, Eric Albert, s'il est avec nous, c'est que il a décidé d'un geste décisif en rejoignant un cabinet de conseil. Est-ce qu'il va y avoir un problème de nom d'ailleurs, parce que SIA Partners est en train de prendre une telle importance que cabinet de conseil, ça devient à mon avis, inadapté à ce qu'ils sont en train de faire. Mais on va en parler, le leadership et puis la façon dont on se comporte après un an de période exceptionnelle. Je n'arrive toujours pas à parler de crise, de choc, de période exceptionnelle. Ce qui va nous amener d'ailleurs au grand sujet autour de la digitalisation. Digitalisation pour donner davantage d'autonomie aux salariés. Je crois que c'est comme ça que Karim Jouini, qui viendra nous voir ensuite, le fondateur d'Expensia, voit les choses. Au départ, il s'agit juste de digitaliser les notes de frais. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire autour, on va appeler ça des dépenses des salariés d'une manière générale, de tous les achats indirects, etc. Et Expensia est en train de construire tout cela. Un petit mot d'immobilier, et puis pour terminer, alors on ira à Londres, où alors une Française, une franco-britannique, est en train de casser la baraque avec, et ça aussi cette saison, des jeux pour occuper les gamins pendant que vous êtes en train de travailler. Sujet du moment, s'il en est. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc on démarre avec Eric Albert. Bonjour Eric. Bonjour. Spécialiste du management, psychiatre par ailleurs, fondateur de YouSide. Tu sais, tiens, j'y pensais pas. Il y a plus de 10 ans qu'on se parle, Eric. Et ça va te faire sourire, mais l'idée psychiatre collée au travail et au management, en fait, me dérangeait. Et je ne disais pas, quand je te présentais, je ne disais pas que tu étais psychiatre. Dans mon esprit, ça pouvait un peu repousser ceux qui pouvaient nous écouter en disant « Non mais attendez, j'en suis pas là ». On n'est pas fou. Ouais, exactement, exactement. Pourquoi il nous met un psychiatre? On n'est pas fou. Exactement. Et ben voilà, et tout à coup, on se rend compte que là, après l'année qu'on vient de traverser, oui, effectivement, est-ce que je peux le dire comme ça, l'analyse de nos comportements relève de la psychiatrie La psychiatrie, ça va nous aider beaucoup à analyser les comportements, mais c'est surtout que ce qu'on découvre là, dans ce qui a été vraiment formidable dans cette période, c'est que on a d'abord cru que les gens étaient des unités de travail autonomes. Ça, c'était le premier confinement. Ouais. Et donc, c'est très bien. Et puis, on se découvre que c'est des individus. et que un individu, ça a des émotions et ça a besoin de relations à l'autre, ça a besoin de se projeter, ça a des états d'âme, ça peut pas vivre seul. Et donc, c'est vrai que cette situation que nous vivons met en exergue de façon beaucoup plus marquée que l'on le pense. Alors, on parlait du capital humain, etc. En réalité, personne ne prenait ça au sérieux. Maintenant, on voit bien, et d'ailleurs c'est le retour du management, on voit bien à quel point on a archi besoin de managers par rapport au contexte dans lequel on vit. Alors que depuis une dizaine d'années, c'était l'entreprise libérée, donc supprimer les managers. Ça a été ensuite, ça marche super bien, le travail à distance. À quoi servent d'ailleurs tous les dirigeants se sont dit, mais à quoi ils servent le manager de terrain là? Ils ne servent plus à rien puisque les gens produisent à distance. Et puis maintenant, on voit bien à quel point on a besoin d'accompagner, de créer du lien, d'être attentif aux autres, parce que notre matière, c'est l'humain. Et à quel point les outils dont disposent les managers et leur mindset, leur état d'esprit général est totalement inadapté en fait, non seulement à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression que c'est un révélateur. Ah oui, tout à fait. Au management, en fait, d'êtres humains. Exactement. Qui sont plus simplement... Des unités de production individuelles. Unité autonome de production, magnifique. Ouais. Unité autonome. Donc, de fait, on voit à quel point la problématique aujourd'hui, c'est recréer du collectif, de l'affectio societatis, du fait que les gens sont bien ensemble, du fait que les gens ont envie de construire et de se dépasser pour construire ensemble dans un projet commun. Tout ça, on voit bien que la dispersion pose un problème gigantesque. Mais ça veut dire que, alors pardon parce que je vais employer des termes que je ne maîtrise pas, hein, donc n'hésite pas à me corriger, mais ça veut dire que
les managers du futur, ou ceux qui réfléchissent aujourd'hui à faire du management, doivent absolument s'intéresser, peut-être pas à la psychiatrie, mais en tout cas au fonctionnement intime. Mais bien sûr, le manager est un de psy. l'être humain. J'ai écrit ça il y a très longtemps et mais bien sûr que le manager est un psy. Le manager, sa matière, c'est l'humain. Donc, on ne peut pas travailler avec des individus sans s'interroger sur comment ils fonctionnent. Mais oui. Donc, bien sûr que le manager est alors, il n'est pas un psychothérapeute, il n'est pas là pour soigner, mais il est là pour comprendre, il est là pour aider, il est là pour créer les conditions. Et donc, sa matière, c'est pas la technique. Il y avait une autre phrase que tu avais prononcée qui m'avait frappé et qui, tout à coup, là, devient sans doute la plus importante vérité du monde du travail de ces 6 derniers mois. Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Ah oui. Et tout le monde aujourd'hui nous dit, il manque l'informel, il manque la discussion. Et il manque l'aléa. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qu'on ne mesure pas du tout quand on est au travail. C'est qu'on se croise. Et je vais prendre un café, je tombe sur quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, et je commence à discuter. Ah ben tiens, à propos, et tu sais, je suis en train de bosser sur tel truc, et les 2 phrases qu'il va me dire vont m'amener à avoir des nouvelles idées, à rebondir. Et donc cet aléa du fait qu'on on croise ceux qu'on n'a pas, ceux qu'on s'attend pas à croiser, est incroyablement utile. Alors évidemment, la convivialité, évidemment, la capacité à se mettre ensemble pour élaborer, puis partager des émotions, rire ensemble. On voit bien que on se marre pas tellement en Teams. Hein. Non, oui. Et comme tu le dis, la discussion légère. La discussion légère. La discussion légère est une production. Exactement. Non, mais attends, ce que tu écrivais de visionnaire, alors je sais, j'avais pas. 2001, tu écrivais N'obéissez plus. Oui. J'ai le prix RH pour ça. Oui. Ah bah, et comme quoi. Oui, bien sûr. Un peu plus visionnaire que le prix Goncourt, le prix RH. Bien sûr, l'enjeu de premier plan, on voit bien, est en train de passer d'un modèle verticalisé à un modèle dans lequel toutes les entreprises, leur sujet majeur, c'est jeu collectif, accountability ou responsabilisation des acteurs. Ouais. Bon, tout le monde est autour de ces 2 sujets. Ouais. Et dernier point, prise d'initiative, prise de risque. Voilà. Rapport au risque. Ouais. Donc, oser. Eh bien, ça passe par un modèle dans lequel la question n'est pas la discipline. La question, c'est l'intégration de l'enjeu collectif et l'appropriation à ma manière de la façon de le mettre en œuvre. Et est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? C'est la DRH adjointe de Veolia qui avait prononcé cette phrase devant moi, ça m'intéresse énormément. Le grand truc du premier confinement, c'était la confiance n'exclut pas le contrôle. Et elle disait, non, soit on fait confiance, soit on contrôle. C'est tout l'un ou tout l'autre. Tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, moi, ça m'avait frappé. Je ne suis pas d'accord. Tu fais confiance. Tu ne peux pas contrôler la confiance, Eric. Mais bien sûr que si, tu fais confiance, tu prends un risque. Mais faire confiance, c'est prendre un risque. Tout à fait, non, mais c'est clair. Et après, il faut quand même un minimum de contrôle du risque. Si la confiance sans le contrôle, ça ouvre à l'abus de confiance. Et donc, le contrôle doit être a posteriori, et le contrôle je dois vérifier. Je dis, prenons l'exemple de Netflix dans lequel ils disent, il n'y a pas de note de frais, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, faites ce que vous voulez. Mais si derrière, je ne regarde pas ce que font les gens et je ne leur dis pas, tiens, mais pourquoi tu as fait ça à ce moment-là, on voit bien que ça ouvre à n'importe quoi. Ouais. Il faut que tu suives des indicateurs de dérapage, on va dire ça évidemment, comme ça. Ouais. Évidemment. C'est vrai que tu as raison, il y a l'abus de confiance. Ben oui. Oui. C'est un terme qui existe. Et on est tous en risque. Et on a tous d'ailleurs des exemples dans lesquels on a donné notre confiance et on a été abusé. Mais néanmoins, le bon côté de ce qui s'est passé, du télétravail, etc., c'est quand même d'avoir forcé à la confiance, d'une certaine manière. On n'a rien forcé du tout, on a été obligés. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. On a été obligés à la confiance. Mais oui, mais c'est pas mal pour des gars qui pensaient que jamais ça ne marcherait. Non, parce que c'est là où c'est différent en termes de mécanisme psychologique, la confiance, c'est que je prends le risque. Là, je suis obligé d'être en risque. Et je vérifie a posteriori que ça marche. Donc c'est une confiance que je construis a posteriori. Ça n'est pas une confiance que je donne a priori aux acteurs. Oui, mais qui va me convaincre que ça peut marcher, donc
Absolument. peut-être qu'ensuite je la donnerai plus facilement. Absolument. Ça déclenche ça a déclenché quelque chose de absolument, Dieu merci, je pense, irrémédiable dans la mécanique de la dynamique entre collaborateurs et managers. Alors, donc, si tu es là, Eric, c'est pour parler de tout ça, et c'est diablement intéressant, mais aussi parce que donc, tu as fondé, j'avais noté ça dans un coin, il y a combien de temps 30 ans. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tu as fondé YouSide. Voilà. Ça s'appelait IFAS au départ, mais oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc, cabinet de conseil aux managers, aux dirigeants. Voilà, vraiment avec un savoir-faire très, vraiment de cœur qu'est les comportements, et sur lequel on travaille autour de l'efficacité des équipes dirigeantes, alors coaching de COMEX ou coaching de dirigeants, tout ce qui est transformation de l'entreprise par la culture et les mindsets. Comment est-ce que je change l'entreprise, non pas par l'organisation et la technique, mais par les schémas mentaux, le jeu relationnel et les comportements des acteurs. On a tout un aspect sur les talents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie ceux qui ont du vrai potentiel pour demain. Et puis on a au sein de l'entreprise, hein. Oui, au sein de l'entreprise. On a toute l'activité autour de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. Donc tout ça est autour du comportement. À la fin des fins, parce que quand je parle des talents, par exemple, on sait bien que ce qui va bloquer quelqu'un, toujours, que celui qui va être mis sur une voie de garage, c'est toujours pour des sujets comportementaux. On ne lui dit pas bien, on ne sait pas quoi en faire, et puis il n'entend pas, il veut pas savoir, il est rigide, il n'a pas de leadership, il est pas fiable, il partage pas les informations avec les autres, voilà. Donc c'est toujours comportemental. Il y a toujours un moment, et quand on grimpe, c'est pas les KPIs classiques en fait, jamais. C'est toujours quand on grimpe, la limite. Si on peut regarder les patrons du CAC 40, leur limite à tous, c'est leur propre comportement. Regardez notre président de la République, sa limite, c'est ses comportements. Donc, quel que soit le niveau auquel vous arrivez, vous êtes toujours limité par vos comportements. Donc ça, il faut le dire aux gens très très tôt, qu'ils s'en aperçoivent très vite, et qu'ils se rendent compte qu'il y a un moment entre l'effet que je produis sur les autres et l'effet que je veux produire, je pense produire cet effet, et il y a un gap qui se crée. Et là, il faut absolument commencer à se dire, il y a un problème. Donc, et surtout que comme on monte, il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité de se dire qu'il y a un problème. Exactement. Soit je suis écarté, je suis sur la voie de garage, soit personne ne me dit que j'ai un problème. Et donc, notre cœur de métier, nous, on est vraiment un cabinet qui travaille sur le cœur du cœur d'un métier, qui est le comportement. Mais alors, c'est là où ça m'intéresse, parce que donc, tu rejoins une aventure entrepreneuriale incroyable. Mathieu Courtecuisse est venu ici à de nombreuses reprises, SIA Partners. Mais, donc, évidemment, développement, etc. Mais je vois IA, outils numériques, outils collaboratifs. Pour tout ce que tu viens de décrire, c'est justement tout ce qui échappe à la data. C'est justement ce qui est le cœur du cœur de ce que fait SIA et de son projet de fond, c'est d'être vraiment le cabinet qui va accompagner des transformations disruptives des entreprises. Et ils sont très pointus en expertise IA, en digitalisation, absolument, en organisation. Ils sont extrêmement pointus, maintenant même en informatique quantique. Ils sont très à la pointe, ils investissent énormément là-dedans. C'est probablement le cabinet le plus pointu là-dessus. Sauf que la transformation, c'est aussi des individus, c'est notre conversation de départ. Mais bien sûr. Et ceux qui bloquent les premiers, la transformation, qui n'y croient pas vraiment, qui disent mais non, mais c'est pas des transformations disruptives qu'il faut faire, c'est les dirigeants eux-mêmes. Et donc, c'est là où on est vraiment très complémentaires. Nous, on fait bouger les gens dans leur tête et dans leur attitude. Ouais. Et eux, ils amènent toute la technologie qui fait bouger l'entreprise sur le fond. Mais ce talent management, il se rentre en équation, il se rentre en data, il se rentre en intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle va nous amener énormément de support, en plus de notre savoir-faire de clinicien, de compréhension de l'individu. Ouais. Ça va nous amener énormément de choses. Et c'est là où on est extrêmement content de se réunir. C'est que, d'abord, on a les mêmes valeurs autour des cabinets très experts, très basés sur de la science, sur des choses concrètes, vraiment qui tiennent la route. Et puis, l'autre chose qui fait qu'on est très content de se réunir, c'est qu'on voit bien à quel point on va se cross-fertiliser.
et que ce qu'on fait nous, on recueille déjà énormément de données, mais on n'a pas de data scientists chez YouSide. Eux, ils ont des dizaines de data scientists. Donc on va faire vraiment des choses passionnantes. Tu comprends tout ce que ce projet peut avoir d'un petit peu effrayant quand même, Eric. C'est-à-dire l'ensemble de ton savoir, mais de ton expérience, de l'expérience accumulée autour de l'étude des comportements, des cerveaux humains, etc. Rentrer en équation, c'est toujours quelque chose quand même qui fait frémir. Ben, c'est toujours, on a toujours la même réaction par rapport à une avancée technologique importante. Oui, mais là, ça touche à l'intime. C'est à un moment, mais c'est le cœur. C'est dans l'illusion d'être libre, en fait. L'illusion d'être libre. Et non, ton comportement, il est réplicable. A donne B, qui donne C, qui donne D. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'es pas libre. Tu vois, ça ne veut pas dire pour autant que tu es totalement prédictible. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est ça qui est aussi très important et intéressant, c'est que plus je sais que je suis prédictible, plus je peux me donner les moyens de ne pas l'être. Tu vois, c'est ça aussi. Hein. Sauf que tu auras rentré, que cette équation-là aussi sera rentrée dans la machine. Donc, et elle ira plus vite que nous. Ben, je pense que encore une fois, nous, notre sujet de fond, c'est for good. Hein. On est dans le business for good. Hein. On s'était vu au tout départ de Bismart. Et tu me disais qu'il y aurait de toute façon un énorme travail à faire. Et ça, je crois que les RH réfléchissent là-dessus depuis 1 an maintenant, qu'on n'en sort pas. Tu as vu cette phrase, hein, le confinement est une addiction. Alors sans doute, pour certains. Oui, mais sans doute beaucoup d'entre nous sont passés à l'overdose, effectivement. Mais il va y avoir un énorme travail de reconstitution des équipes. Oui. Parce qu'il y a eu un clivage. Hein. Il y a ceux qui ont souffert comme des bêtes et avec des effets psychiques très, très pénibles. Alors d'abord et avant tout les étudiants, mais aussi beaucoup de la population jeune qui a vécu ça de façon extrêmement traumatisante. Il y a tous ceux qui se sont dit, la ville moyenne. Et on voit bien que l'immobilier dans les villes moyennes ont beaucoup monté et qui se sont dit mais c'est formidable, on va aller s'installer à Vesoul, on va avoir une vraie maison avec un vrai jardin, on va avoir une qualité de vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans le 18e arrondissement et ça va nous changer la vie. Et il va falloir faire travailler ces gens-là ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de réinventer complètement à quoi sert d'être ensemble au travail. Puisque ça n'était pas une question. Tout à fait, absolument. Là, maintenant, ça le devient. Donc, on voit bien qu'être seul par moment, avoir une matinée seule. Moi, depuis très longtemps, j'étais une fois, je l'avais dit dans une émission, j'avais dit, moi, je ne travaille pas. Je ne vais pas au bureau le lundi matin. Parce que ça me permettait d'avoir un temps... De réfléchir. Voilà, je ne regardais pas mes mails, de réfléchir, de travailler, de produire. Avoir des temps comme ça sont extrêmement précieux, surtout dans les espaces qu'on a maintenant au travail, qui sont des espaces partagés. Et quand on est ensemble, comment est-ce qu'on est sûr qu'on crée de l'intelligence collective ? Et on voit bien qu'on est loin, on a énormément à travailler autour de ça. Merci Eric. Avec plaisir. Eric Albert, donc. Alors, évidemment, reste indépendant, tout ça, mais ça, on verra. Ça, c'est des histoires de gouvernance. Ils disent toujours ça quand ils absorbent une start-up, même une vieille start-up de 30 ans. Non, mais bien sûr. Restez indépendant, tout va bien se passer. On va garder nos locaux, on garde notre nom. Non, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, ça c'est sûr. Ça va bien se passer. Eric Albert était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Karim Jouini, donc, qui est le fondateur d'Expensia. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, on vient de discuter, là, c'est justement c'est la question que je me pose en regardant Expensia. Bon, ok, outil de gestion de notes de frais. Bon. Bien au-delà, mais oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui. On va pas très loin avec un outil de gestion de notes de frais. S'il n'y a plus de voyage d'affaires, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc moi j'ai écrit le digital au service des salariés. Est-ce que c'est pas... donc tu vas me raconter un petit peu le parcours et la genèse d'Expensia. Avec plaisir. Mais est-ce que c'est pas ces outils aujourd'hui qui vont accompagner les salariés dans l'autonomie qu'ils sont en train de gagner de plus en plus? Tout à fait, c'est vraiment il y a vraiment un besoin au sein des entreprises aujourd'hui de dire comment j'autonomise le salarié jusqu'au bout. Et parmi
les outils de l'autonomisation, c'est lui donner accès à l'argent de l'entreprise de manière sécurisée et de manière qui le mette en confiance et qui mette en confiance l'entreprise. Ah oui, mais quand tu dis ça comme ça, c'est puissant quand même. Hein. Bah, c'est ça, le Lui positionnement. donner accès à l'argent de l'entreprise. Exactement, parce que s'il peut être autonome, enfin s'il doit être autonome dans ses décisions mais qu'il ne peut pas dépenser, c'est quand même problématique. Et c'est ça la raison d'être d'Expensia. C'est vrai qu'on a démarré par la note de frais, parce qu'on en avait marre de gérer nos notes de frais. Ça commençait tout bêtement. Hein. On a vu un marché mal adressé, dans lesquels les solutions existantes satisfont pas les salariés, ce qui fait que les entreprises restent sur Excel, sur des moyens artisanaux. Mais c'était même encore pire, Karim. C'est-à-dire que moi, je sais qu'en tant que salarié, C'est un enfer. mais tu as même l'impression que c'est un enfer organisé. En fait, tu deviens complotiste. On se dit, Tu c'est dis pour moins qu'ils te dépenser. mettent des outils à ce point baltringues que c'est parce qu'ils veulent en fait, qu'on les foute au panier. C'est pas le truc de 10 euros, tu vois. En fait, c'est ce que pensent beaucoup de salariés et en réalité, non. Et en réalité, non. En réalité, non. C'est parce que ces outils-là, en fait, ils sont uniquement achetés par le directeur financier, qui a des vrais problèmes à gérer lui. Il a une réglementation, il a une fiscalité, il a une URSSAF, etc. Et donc, c'est beaucoup construit autour du contrôle et on a oublié le salarié là-dedans. Et donc nous, c'est vraiment un contre-courant. On a démarré par la note de frais en disant il faut que ça soit simplifié, il faut que ça soit automatisé. On a mis de l'IA, qui est un terme qui peut faire peur, mais on a mis de l'IA Non, c'est pas qui fait peur, c'est galvaudé. Mais on y reviendra. C'est sur très l'IA. marketing. C'est très marketing. Voilà, il y a toujours tout à fait. C'est très marketing. Nous, où elle est cette IA? On fait de la reconnaissance de factures. Reste sur cette idée qui me passionne là. Parce que là encore, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est en train de se passer avec, on va dire, la phase 2 de la digitalisation qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, t'es parti, en fait, la première phase, c'était des besoins de contrôle. La deuxième phase, et heureusement, c'est les besoins des usagers. Exactement. Les outils qui existaient au moment où on a démarré, donc 2014-2015, ils étaient pensés uniquement autour du contrôle. Et donc, ça venait que répliquer ce que l'URSSAF a dit et ce que le fisc a dit. C'est ça. Donc, ça faisait bien le job mais sur ce qui est ça. vrai, sans doute pour d'autres fonctions aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, oui. Et aujourd'hui, on va connaître une vraie vague de digitalisation autour du collaborateur. Et pas juste du contrôle, et pas juste du contrôle, pas au sens forcément négatif, hein, c'est aussi le contrôle au sens suivi de la réglementation. Oui, c'est ça. Beaucoup de ces outils d'ailleurs naissaient, et notamment quand on parle de la finance, naissaient des réglementations mises en place après les différentes crises financières, etc. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et finalement, c'était aux salariés de s'adapter. Et de faire le boulot du contrôleur. Ouais. Exactement. Et sans qu'il soit forcément sensibilisé à pourquoi tout ce contrôle. Moi, quand j'étais collaborateur, je ne comprenais pas pourquoi on me posait toutes ces questions-là pour faire une note de frais, pour me faire rembourser mon abonnement de transport, pour payer un abonnement d'un service en ligne. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi on me posait toutes ces questions et j'avais l'impression qu'on ne me faisait pas confiance. Et donc, comment rassurer les deux? Comment faire que le salarié contribue aux choses qui l'intéressent lui et qu'il comprend, tout en rassurant le directeur financier ou le DRH que ça ne va pas être n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et donc et on va connaître une vague de solutions autour de ce même problème. Donc, création 2014, 5000 entreprises clientes, c'est ça, Karim, dans une centaine de pays, oui. Un demi-million d'utilisateurs de... Oui, donc aujourd'hui, il y a un demi-million de salariés qui font différents types de frais. Donc, ils font leur note de frais, ils gèrent leur abonnement de transport, qui est devenu maintenant le forfait mobilité. C'est-à-dire que traditionnellement, les entreprises remboursent la moitié du Navigo pour les Parisiens. La même réglementation existe en région. Aujourd'hui, il y a le forfait mobilité durable, qui est venu un tout petit peu fluidifier ou complexifier les règles de transport. C'est-à-dire que maintenant, on peut prendre la trottinette, on peut se faire rembourser le vélo, la maintenance, etc. Donc, ça vient vraiment flexibiliser ce que le salarié a le droit de faire. Donc, ça, on le gère aussi. Il y a les frais de télétravail. Donc, en fonction des pays, il y a des pays qui ont légiféré. La France, elle a mis en place un plafond qui est non obligatoire pour l'entreprise. L'Allemagne a vraiment légiféré. Il y a un remboursement obligatoire des frais de télétravail. C'est 5 € par jour pour les Allemands. Et donc tout ça, c'est vraiment complexe à gérer pour l'entreprise. Mais 5 € par jour qui sont justifiés par... C'est quoi les frais de télétravail? Alors le salarié doit juste déclarer qu'il est en télétravail. Ouais, l'entreprise doit avoir passé cet accord. En France, il y a une nouvelle réglementation, mais qui ne vient que plafonner à 2,50 € par jour. Pareil, c'est déclaratif. Mais l'employeur doit quand même suivre quels jours sont télétravaillés, lesquels ne le sont pas. Enfin... Cette complexité, Karim, tu la retrouves dans tous les pays. Parce que quand même, et ça, il faut en dire un mot, hein, travailler dans une centaine de pays, c'est... Oui. Et tu la retrouves dans tous les pays, en fait, chacun... Ouais. Tous les pays, parce que ça part d'une idée qui est vraiment très simple pour le législateur, qui est de dire
tout salaire doit être taxé. Charges sociales, charges patronales, impôts. Et donc, tout transfert d'argent entre le salarié et l'entreprise, soit il est très réglementé, mais pas taxé, soit il est taxé. Ouais. Et donc, dans tous les pays, il y a des contrôles, que ce soit sur les tickets restaurants, l'abonnement de transport, les notes de frais, mais ils partent tous de la même idée, qui est l'entreprise n'a pas vocation à donner de l'argent aux salariés si c'est pas taxé. Ouais. Et donc d'un pays à l'autre, évidemment que la France, on est quand même très innovant dans la législation, on sait faire des systèmes complexes, mais d'autres pays ont des systèmes au moins aussi complexes. L'Allemagne a des pays complexes, les Pays-Bas aussi, il y a des pays plus simples. Les États-Unis sont très simples, par exemple, dans leur modèle fiscal et social pour les salariés, mais il reste toujours la même idée, c'est je ne donne pas de l'argent sans le taxer. Et donc, mais alors d'abord, comment est-ce qu'on a ce succès à l'international ? Alors c'est assez simple, nous c'est focalisé sur l'Europe de l'Ouest en tant qu'entreprise. Par contre, les entreprises qui achètent Expensia, elles exigent que ça marche partout pour elles. Donc elles équipent toutes leurs filiales. Donc nous, on sait gérer de la réglementation tchèque, de la réglementation portugaise, de la réglementation en Argentine, parce que nos groupes européens nous emmènent avec eux partout. Ah, c'est intéressant. Nous, on signe bien sûr de la petite PME jusqu'au grand groupe, parce que la solution s'adapte et s'achète de manière différente. C'est-à-dire que je peux acheter en ligne et tout de suite, je suis tout seul, je m'abonne. Comme je peux être le Crédit Agricole et j'ai 80 000 salariés à équiper. Et là, il y a toute une machine qui se met en place, des formations, du déploiement, etc. Mais il y a le même fil directeur, c'est que nos clients nous emmènent avec eux à l'international. Donc, on va équiper Natixis au Portugal, on va équiper Bouygues en Asie, on va aller équiper nos clients où ils sont. Ouais, c'est ça. Et ça, enfin, ce qui les a convaincus, c'est justement d'être une solution native, deuxième génération, quoi, ce qu'on vient de décrire. Oui, et puis pour le directeur financier, c'est anxiogène d'être un directeur en France et de devoir suivre les changements de réglementation dans les pays. Et nous, on lui fournit ça dans les pays où on l'équipe. Ouais. Par exemple, l'Allemagne a changé sa TVA pendant 6 mois. L'Allemagne redéploie un barème de frais journaliers chaque année. Tout est pré-paramétré dans Expensia et ça enlève ce côté anxiogène du directeur financier. Et à partir du moment où tu travailles pour la filiale tchèque alors pour le coup, je ne crois pas que le Crédit Agricole ait des filiales non, il n'y a pas. Bref, d'un autre grand groupe, alors tu peux te mettre à bosser pour des entreprises tchèques. Exactement. C'est ça le truc. C'est qu'on se met à gérer la réglementation tchèque et ensuite on a bien sûr une stratégie de déploiement qui fait que quand on a des pays où on sait qu'on est très bon et que nos clients sont très contents, on se met à avoir des équipes commerciales. Un mot sur ton parcours parce que alors il se trouve que j'ai entendu la question posée dans un podcast très intéressant avec Mathieu Stéphanie qui te dit tu pensais ERP à 16 ans. Faut quand même être, je sais plus quel est le terme qu'il employait. Je sais pas si je vais le répéter là, mais il faut quand même être freak, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. C'est vrai. Alors moi, je suis tombé dans l'informatique très jeune. Mais faire un ERP, normalement, tu fais un jeu vidéo, tu fais, j'en sais rien, moi, tu vois, mais à 16 ans, tu fais pas un ERP. C'est vrai, mais moi, c'était vraiment problème-solution. Je travaillais dans un cybercafé en Tunisie. Moi, je suis né en Tunisie, à Tunis. Ouais. Donc, je travaillais dans un cybercafé. L'été, les gens arrivaient en tenue de plage. Et moi, je travaillais parce que je voulais payer mes sorties. Et je trouvais que c'était un boulot quand même répétitif, ennuyant et surtout avec un point de friction avec les clients, c'est qu'ils sont jamais d'accord sur la durée qu'ils viennent de passer et ce qu'ils ont besoin de payer. Et je me suis dit, fini, je vais l'automatiser. Donc, j'ai pris le temps que je passais au cybercafé à faire ce logiciel. Et quand j'ai vendu ma première licence pour un mois de salaire d'un job étudiant, là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et là, j'ai compris, que le logiciel, c'est une vraie industrie. Parce qu'on était prêt à me le payer un mois de salaire, ma copie. Et c'était quoi? C'était un logiciel qui enregistrait en temps réel les durées de connexion de ceux qui étaient dans le cybercafé. Exactement, c'est le logiciel qui bloque l'écran, on l'a tous connu à un moment. Voilà, donc c'est le logiciel qui bloque l'écran et qui fait que l'opérateur, il l'active, ça compte le temps, à la fin ça sera un reçu tout prêt, ça gère des abonnements, donc je peux m'abonner pour 15 heures de Ah oui, là-dessus tu avais greffé des services en fait, c'est ça mais oui, je l'ai fait vivre pendant 3 ans. Eh bien oui, Et du coup, là j'ai compris que c'est une industrie, j'ai compris que pour réussir, il faut avoir toute une chaîne, c'est pas juste créer du logiciel. Il faut savoir faire du support client, il faut savoir faire de la maintenance, il faut savoir faire du service commercial. Et donc ça m'a passionné pour l'entrepreneuriat. J'ai découvert l'entrepreneuriat en faisant cette première entreprise à 15 ans à Tunis. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait de l'informatique mon métier. Donc j'ai rejoint Microsoft au siège aux États-Unis, puis je suis revenu à Paris, où Microsoft venait de racheter une entreprise à Gilles Babinet, qui s'appelait MusiWave. Et donc j'ai rejoint cette entreprise pendant 7 ans.
Et ensuite, j'ai décidé de lancer Expensia parce que j'ai vu un marché. Tu sais, alors, autre entrepreneur incroyable, Augustin Paluel-Marmont, qui me racontait qu'en fait, il se baladait avec un petit carnet. Alors lui, il n'est pas digital, avec un petit carnet. Et il notait tous les problèmes de sa vie. Et il disait, derrière chaque problème, il y a une entreprise. Exactement. Il y a une entreprise, Tous les il y a un pain business. points de la vie quotidienne, et forcément, il y a une entreprise derrière. Tout à fait. Et le passage, je suis entrepreneur, super entrepreneur, je passe chez Microsoft, qui doit être sans doute ce qu'il doit y avoir de plus éloigné de l'entrepreneuriat, quoi. Oui, mais il y avait une vraie vision. Ah ouais. Il y avait une vraie vision, c'est que j'avais envie de voir qu'est-ce que c'est que de faire du logiciel en tant qu'industrie. Ouais. C'est quoi l'industrie? Pourquoi Microsoft a 120 000 salariés? C'est une vraie question que je me posais quand j'étais étudiant. Et j'ai voulu vraiment voir de l'intérieur. Et en fait, en quelques semaines, on voit de l'intérieur de qu'est-ce que c'est qu'une sacrée industrie du logiciel. Donc ça, c'est première raison. Et deuxième raison... Mais dans ce moment-là, je te donne la deuxième raison, garde-la en tête, mais l'entrepreneur que tu es quand même au fond de toi, il n'est pas mais excédé par le reporting, les petits chefs, enfin bref, tout ce qui fait une structure comme Microsoft. Alors en partie, j'ai fait Expensia pour ça, Ouais. parce que À un moment, j'ai vu que la paperasse, il fallait l'automatiser. Mais justement, ta question est très liée à la deuxième raison pour laquelle je rejoins Microsoft, c'est que je me demandais sincèrement comment 120 000 personnes restent motivées dans une telle machine. Et il y a des leçons à apprendre sur comment une entreprise comme Microsoft garde ses salariés majoritairement motivés, alors que dans une entreprise, il se mélange des profils qui cherchent de la stabilité, des profils entrepreneurs qui ne sont pas du tout stables, et l'entreprise arrive quand même à faire vivre cette machine tous ensemble. Et donc, moi, je pense que j'ai vraiment appris certaines choses qu'il faut faire dans une entreprise, certaines choses qu'il ne faut absolument pas faire, en regardant Microsoft de ne jamais grandir sur certains éléments autant. Et aujourd'hui, je travaille à les répliquer dans Expensia en disant « Attention, le logiciel, c'est une industrie, mais les gens dedans ne doivent pas se sentir comme dans une usine. Parce qu'il y a une innovation, il y a un engagement. Et donc, il ne faut pas transformer une industrie en forcément une usine où chacun ne tourne qu'un boulon. » Ouais, c'est ça. Ce qui a sans doute permis d'ailleurs à Microsoft de faire ce shift incroyable qu'ils ont réussi avec Satya Nadella, c'est-à-dire Microsoft était vraiment en train de mourir, et là devient peut-être d'ailleurs la plus forte croissance de On parle sans arrêt des GAFA, puis on laisse Microsoft un peu à l'écart, comme si c'est une économiste qui me disait ils ont le privilège du grand brûlé. Voilà, ceux-là ils sont pas méchants, ils ont pris tellement de coups. Alors qu'en fait, c'est eux qui sont en... Il y a une transformation. Moi, j'ai vécu le début de cette transformation. Oui, une belle transformation. Et donc, on est sur Expensia, on est sur la note de frais. Et comment est-ce qu'on arrive justement? C'est quoi tous les services maintenant que tu as en tête et qui vont permettre aux salariés du 21e siècle d'être plus autonomes, plus indépendants? Alors, en réalité, on l'a très vite fait dans l'histoire d'Expensia. C'est-à-dire que la note de frais, ça a été la première brique, mais ensuite, on a rajouté toutes ces briques qui permettent justement de donner aux salariés accès à l'argent de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on émet des cartes de paiement qui débitent sur le compte de l'entreprise, des cartes de paiement intelligentes. On gère le forfait mobilité, on gère les frais kilométriques quand je prends mon véhicule, on gère les flottes de véhicules quand une entreprise en a et a besoin de le mettre à disposition de ses salariés pour des déplacements. Donc, on a vraiment tous ces modules-là qu'on a toujours fait, que nos clients ont toujours utilisé, mais ils voyaient quand même Expensia comme étant note de frais, parce qu'ils ont acheté Expensia en premier pour ça. Ouais. Le Covid est venu accélérer notre transformation d'image et notre pivot, entre guillemets, au sens où tout le monde s'est dit au début de la crise que les solutions comme nous allaient disparaître. Nous, on a fait 100% de croissance en 2020. En plein Covid. Alors, c'est moins que ce qu'on aurait fait avant parce que l'économie est en crise et c'est une réalité. Mais ça montre à quel point nos clients ont su voir dans Expensia la solution au global. Alors, ils se déplacent beaucoup moins, évidemment, mais utilisent autant. Elles ont en plus, alors il se trouve que nous, sur Bismart, on travaille assez étroitement avec les acheteurs, etc. Ce fameux sujet des achats indirects, aujourd'hui, mais je crois que c'est 80% des entreprises n'ont pas de vision globale. Les achats indirects, c'est tout ce qui n'est pas le core business de l'entreprise. Hein, voilà. Oui. Et qui va forcément se multiplier et partir dans tous les sens avec des salariés en autonomie, en télétravail, etc. Et, tout. Exactement. Et qui derrière peut poser des problèmes considérables en termes de délai de paiement, par exemple. Et on sait derrière à quel point la DGCCRF, enfin bref, les autorités sont vigilantes sur les délais de paiement. Oui. Tous ces sujets-là, en fait, tu viens les réintégrer dans le cœur de l'entreprise. C'est exactement ça. Et nous, au-delà des délais de paiement, ce qui nous frustre, c'est les délais de décision pour le collaborateur. C'est-à-dire un collaborateur qui a besoin, je suis chef d'une équipe de commerciaux, j'ai besoin d'acheter un abonnement d'une solution en ligne, on va dire LinkedIn online ou peu importe. Exactement. Il me faut 2 mois dans une entreprise très structurée pour faire ça. Et là, j'ai perdu les marchés, quoi. Et c'est autant de temps perdu. Ouais. Avec Expensia, il me faut 2 minutes.
je passe dans un circuit de validation. Si ça a été budgétisé, je peux payer tout de suite avec ma carte intelligente. Si ça n'a pas été budgétisé, je fais une demande d'autorisation. Je fais une note de frais. Et Expensia, en plus de permettre cet accès à l'argent, on a construit un vrai hub où on est connecté aux différents acteurs. Par exemple, si vous prenez votre application Uber là maintenant, dans Uber, vous pouvez activer Expensia. On est natif dans l'application. On est dans LinkedIn. Et donc, en plus de permettre aux collaborateurs de dépenser facilement et de façon sécurisée, toutes ces factures-là sont récupérées, traitées. On comprend quelle est la TVA, qu'est-ce qui est récupérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'il faut refacturer au client, comment le comptabiliser, et ça finit chez le directeur financier. Un mot, et ce sera le dernier, intelligence artificielle. Oui. On l'a dit, hein, beaucoup de marketing. Bon, ça commence, ça s'arrête où en 30 secondes? Alors, l'intelligence artificielle. Où est-ce que c'est utilisé chez Expensia? C'est utilisé dans 2 briques très importantes. La première, c'est le traitement automatique du document. On a une technologie qui permet à partir d'une photo ou d'un scan ou d'un PDF de dire qu'est-ce que c'est. C'est une facture, combien, quelle TVA. Un cabinet expert dans le domaine en Allemagne vient de nous élire meilleure solution worldwide de traitement de facture avec un score qui est le double du prochain concurrent. Et la deuxième brique d'IA qui commence à vraiment prendre pour nos clients, c'est remplacer la validation du manager par l'IA. Et ça, c'est une vraie transformation. Le client peut choisir si nous validons ou il valide, mais c'est vraiment une vraie transformation d'habitude. Ah, je te le confirme. Et ça enlève... C'est un sceptre. Exactement, mais ça enlève une frustration entre le manager et le salarié. C'est que le manager, il ne peut pas si facilement rejeter des dépenses. Et puis il va y avoir les managers qui acceptent sans contrôle et ceux qui n'acceptent pas. C'est une vraie transformation. Merci Karim. Karim Jouini, le fondateur d'Expensia, était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup. On repart les amis, on repart avec Stéphane Van Nuffel, le fondateur de netinvestissement.fr. Et bonjour Stéphane, donc qui vient nous voir très régulièrement pour parler un petit peu de, pour parler de ce qu'il veut d'ailleurs. Il faut bien dire ce qu'il est quand même. Mais non, mais c'est ça qui est bien aussi. Et voilà, comme le disait Eric Albert, j'ai adoré cette phrase. Le problème du télétravail, c'est que ça supprime l'aléa. C'est magnifique, l'aléa. Ça supprime beaucoup de choses. Non, mais l'aléa, voilà. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de quoi tu as envie de parler. Pour moi aussi, c'est un aléa. Tu as envie de parler de transformation sur l'immobilier professionnel. Alors, entre autres, j'ai envie de parler de transformation sur les métiers de l'immobilier. Parce qu'on a, je ne sais plus, peut-être il y a 6 mois, 8 mois, après cette première phase de confinement, on avait déjà un peu parlé de la résilience des métiers. Ouais. Je me souviens, on avait abordé la grande distribution aux États-unis au travers de Walmart, etc. Ouais, etc. tout à fait. Et en fait, je me suis dit, je me suis enfoncé un couteau dans le pied, parce qu'en regardant finalement ce thème-là, j'ai rappelé pas mal de gens qui m'avaient parlé de tout ça, qui m'ont fait arriver à avoir envie de te parler de ça. Et il y a énormément de choses, Stéphane, qui se passent dans ces métiers qu'on va considérer comme les bons vieux de la vieille. Et moi, j'aime bien prendre le... Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Tu mets les magasins, tu mets la logistique, Voilà, tu mets les tours de bureau, tu mets... Les commerces, les bureaux. Comme tu parlais là de télétravail, évidemment, on pourrait parler de la réorganisation des bureaux. Mais on va essayer Alors, il faut choisir, ouais. Alors, justement, on va essayer de réduire. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, parce que tu sais que je défends avec Patrick Bertrand, le patron d'Honest, le Family Office, l'idée L'ancien patron de Cégide. Voilà. Surtout, non mais c'est bien, il faut le présenter comme ça. Moi, j'aime beaucoup, on s'entend très bien sur ce sujet-là et je partage sa conviction. Pourtant, lui, venant justement de l'IT et moi ayant plutôt une marketplace plutôt digitale, pour autant, on partage une conviction profonde que le gros du mouvement qui se passe en ce moment, le gros des marges que la France peut encore créer, etc., se fait sur les anciens métiers, c'est-à-dire les fondamentaux qu'on appelle les valeurs de croissance ou les valeurs cycliques quand on parle de finance, dans leur digitalisation et dans leur innovation. Tout ne passe pas forcément, figurez-vous, par la start-up, par Coinbase, par les nouvelles... Bon, bien sûr. Il y a les vieux métiers sont déjà en mutation et ils doivent muter. Alors une fois qu'on se donne, on va se donner 2-3 chiffres pour mettre du concret. J'ai pas envie de parler, on va parler bien sûr de l'immobilier neuf, des carences de construction, etc., etc. On va surtout regarder la notion du prix. Parce que par exemple, sur le résidentiel qui parle aux auditeurs, c'est chef d'entreprise, auditeur, profession libérale, tout le monde doit se loger. C'est quand même le besoin essentiel. Il y a quand même encore, l'année dernière, 7% de construction en moins, de chantiers lancés en moins. Et 14% de permis de construire déposés en moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, alors là, lobby immobilier va dire il faut faire une crise fiscale. Historique sur la construction. Ça, on en a largement parlé. Ok, absolument. Très bien. Le prix, Stéphane, surtout, c'est qu'en fait, on va se dire, alors attention,
pourquoi il faut regarder l'immobilier là ? Et là, c'est l'homme qui conseille des placements. Pourquoi il faut regarder l'immobilier ? Parce qu'en fait, il va y avoir une baisse d'offres historique, j'en sais pas. Quand on écoute les promoteurs immobiliers, c'est toujours historique, la crise immobilière. Bon, mais là, une fois de plus encore, les banquiers font ce qu'ils peuvent, mais si vous avez des taux bas d'un côté et qu'en plus vous avez une carence de produits immobiliers, la résilience naturelle de l'immobilier, malgré cette crise, sur le résidentiel déjà, quand on efface ce produit, il faut foncer. Parce qu'en fait, les prix, ils vont se maintenir. Ça n'est pas simplement de la surévaluation, peu importe, non. C'est là, on est sur de la mathématique financière. Il y a un problème d'offre. Il y a des taux bas. Tout à fait. Forcément, les prix... Avec, juste, je tempère quand même. Attention, ça s'appelle la peau de léopard. L'emplacement. C'est-à-dire, il y a toujours des trous noirs partout. Donc voilà. Mais là, on parlait de professionnels. Alors, une fois qu'on se dit ça, après, il y a deux autres métiers qui sont hyper intéressants à regarder. Il y a l'immobilier professionnel et donc deux catégories de produits dont je voulais parler aujourd'hui. Bon, l'hôtellerie et le professionnel, bureau, commerce, etc. Donc, en gros, pour te le faire simple, les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier, qu'on connaît, cette fameuse pierre-papier, qui vaut aujourd'hui à peu près 80 milliards de collecte, encore 6 milliards l'année dernière malgré la crise, et dont les rendements moyens, alors qu'on parle quand même à 67% de commerce et de bureaux, ou 70% même si on rajoute un peu les nouveaux bureaux modernes, coworking, etc. Bon, l'année dernière, c'est encore du 4,20 de rendement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces métiers sont hyper adaptés et vont très vite tourner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de la crise et de l'absence des occupants qui sont donc les salariés ou les clients pour les commerces, il y avait déjà des mutations dues aux nouvelles technologies. Et c'est là où je rejoins Patrick Bertrand. La 5G, la fibre, les équipements, etc. faisaient que tous ces vieux bureaux ou tous ces vieux centres commerciaux, etc. étaient déjà en mutation avant même qu'on se pose la question du sanitaire et du télétravail. C'est pour ça que le télétravail, ça fait moi depuis le début que mon associé Karl et moi, et pourtant on est du phygital. Donc nous, nos clients, on les voit au téléphone et en visio. Donc qu'ils soient en télétravail ou au bureau, nos équipes, c'est que de l'humain qui fait qu'ils viennent au bureau. Sinon, ils pourraient faire la même chose chez eux. Bon, mais aujourd'hui, en vrai, on n'a jamais cru à cette espèce d'inquiétude du télétravail à tout prix. Parce que tu parlais justement de cette non-maîtrise, non pas dans le management, parce qu'on n'est plus dans un management vertical à l'ancienne, mais dans l'utilisation de l'espace social qu'est un bureau. Donc ce que tu dis, parce que ça part un peu dans tous les sens, mon cher Stéphane, ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les stocks de bureaux et l'ensemble de l'immobilier commercial offrent encore des opportunités très intéressantes d'investissement. Exactement. Voilà. Comme tu disais pour l'immobilier de logement, l'emplacement, mais plutôt l'utilisation. Ouais. Et si tu as remarqué, quand tu passes devant la Défense, il y a encore des tours qui sont en construction, alors qu'on sait qu'il y a d'autres bureaux qui sont vides. Il était à ta place hier, le DG de Paris La Défense. Bien, ça tombe bien. La question est juste de se... Je disais la même chose que toi, d'ailleurs. La question est de te dire quelle est l'utilisation demain. Il y aura, malheureusement, pardonne-moi de le dire, je ne vais pas dire des morts, parce que c'est un peu fort, surtout quand on est en crise sanitaire, mais il y aura des accidents et des laissés pour compte. Il y a des actifs immobiliers qui seront plus adaptés. Même dans le 8e arrondissement de Paris, il pourrait y avoir des immeubles qui sont trop vieux, qui sont plus adaptés pour des questions climatiques, etc. Donc, il y a une mutation là-dessus qui est hyper intéressante. Et dans les produits financiers que moi je propose sur des sous-jacents immobiliers, c'est là où c'est hyper intéressant, parce que tu vois que très vite, des acteurs immobiliers, ou alors on imagine tous, qui gagnent beaucoup d'argent, etc., sont en fait extrêmement innovants, extrêmement rapides dans leur adaptabilité de leurs locaux pour répondre au service qui est le service du moment. Alors évidemment, dans la santé, Et la logistique ? Alors justement, j'allais y venir. Entrepôt ? Tu sais, les retail parks, à un moment donné, ça a été la mode. Les retail parks, c'est on te mettait un Burger King, un Bricomarché, un machin, et ok. Et les grands faiseurs et les grands spécialistes de ça, quand ils ont vu arriver une petite contraction, et alors a fortiori la crise sanitaire de l'année dernière, le confinement, etc., ont tout de suite pris le virage et ont utilisé des projets qu'ils avaient construits, qui devaient normalement être des projets pour des enseignes du vêtement, etc., donc non essentiels. Et ils en ont fait quoi ? Des entrepôts du dernier kilomètre pour Cdiscount et Amazon. Ouais, et c'est nos clients qui ont investi dans ces produits-là. Au début, ils voulaient investir pour des enseignes du quotidien, où moi j'appelle vraiment à regarder ça dans le long terme. Et là, ils ont fait une super affaire parce que les rendements ont été très élevés. Alors, non, mais juste un point, j'y pense, parce que Alain Dinin est venu nous voir il y a quelques semaines, et c'est toujours évidemment passionnant. Et lui, en fait, sa grande idée, parce que tu as quand même, malgré tout ce que tu dis, un sujet de financement autour de la construction. Voilà. Et lui dit, la vraie solution, c'est de considérer l'investisseur en immobilier comme une entreprise, avec possibilité de déduire ses pertes, etc.
et non pas comme un rentier, tu vois, le truc là, mais vraiment comme un entrepreneur qui investit dans la construction. Oui. Il est de carotte fiscale, alors. Ce qui changerait la donne. En fait, si, il a d'autres carottes fiscales. Il a les carottes fiscales qu'ont toutes les entreprises, de l'amortissement, de la déductibilité des pertes et toutes ces histoires-là. Et c'est beaucoup plus simple. Tu sais très bien qu'une partie de notre activité d'investissement a toujours été de faire de la défiscalisation, quelle qu'elle soit. Et tu sais très bien que j'ai toujours été d'accord avec toi qu'on n'est que simplement sur de la perfusion. Alors que là, c'est vrai que tu reviens sur un fonctionnement qui est beaucoup plus sain, fonctionnement d'entreprise. Au final, le coût pour l'État elle-même, mais peut-être que l'implication des professionnels et des particuliers dans justement le contrôle qu'ils font de l'emplacement et de ce qu'ils achètent, comme la carotte fiscale n'est plus construite de la même façon, ils se feront peut-être un peu moins voir. Bon. Ce que tu viens de dire là qui est intéressant, tu arrives à convaincre tes clients justement parce que c'est vrai qu'a priori ils doivent dire ah non pas là-dedans, vous avez vu la crise, alors justement, Monsieur Van Nuffel, vous êtes fou. C'est là que c'est intéressant et j'espère qu'ils vont écouter parce que ça fait des mois que j'ai pris mon petit bâton de pèlerin. Il y a un secteur qui s'est très très vite remis. C'est le secteur, alors on appelle ça du private equity. Donc en fait, l'investisseur investit au capital d'une société. Oui, ça va. Oui. Et derrière, le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Absolument. Bon, donc tu prends un immeuble d'habitation à Paris ou un vieil immeuble tenu par un assureur où il y avait des vieux locaux et c'est retapé dans les nouveaux espaces d'utilisation des bureaux, donc du coworking, avec des trucs un peu funky comme on a chez Net Investissement, un toboggan, un baby-foot, etc., etc. Bon, ça, c'est des actifs qui étaient hyper prisés par nos clients. Et là, en ce moment, Stéphane, il n'y a plus les investisseurs étrangers. Ils ne peuvent plus venir. Ils ne viennent plus depuis un an, les mecs. Les mecs qui arrivaient du Moyen-Orient, des pays anglo-saxons, les Indiens, les Chinois, qui avaient d'énormes moyens et qui remportaient systématiquement les hôtels particuliers parisiens à 40 millions, ils sont plus là. Donc les prix ne bougent pas, mais ils sont plus là. Et donc tu dis qu'il faut en profiter alors. Ah oui, c'est pas que nous on peut pas en profiter. Il faut avoir les moyens. Mais en tout cas, les opérateurs me confirment que eux, ayant des véhicules où ils collectent, comme les SCPI, le cash des investisseurs, ils n'ont plus le problème de la banque qui n'arrive pas à suivre non plus, parce qu'en ce moment, la banque elle a autre chose à faire avec les dettes garanties par l'État. Et bien, en ce moment, il y a des opportunités, non pas parce que les prix baissent, parce que les prix sont très très flats à Paris, mais il y a des opportunités. Et je finis juste sur ça. Oui, mais alors vraiment à plusieurs, il faut se mettre pour le... quand tu rentres ton hôtel particulier de Presbourg, il vaut mieux être 2-3 000 pour essayer de l'acheter, quoi, tu vois, voilà. Stéphane, si on cite une SCPI comme Primopierre, qui est la plus grosse SCPI de France... Primopierre, comme Primonial, ton nouveau partenaire. Oui, je peux t'en citer une autre. PF Grand Paris de Périal, qui est l'acteur historique. C'est des SCPI à 3 milliards de valorisation. Hein. Donc il y a à peu près 4 000 associés, monsieur, madame, tout le monde, avec des prêts d'entrée de 2000. C'est pour ça que ça marche, ces produits-là. Hein. C'est qu'en fait, tu investis sur un sous-jacent qui reste de l'immobilier, c'est un produit financier, et puis tu achètes des trucs que tu peux quand même voir. Alors, je finis juste parce que c'est vraiment mon dada en ce moment, c'est l'hôtellerie. Ah, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on parle de ce type de produit, donc des fonds communs de placement à risque, ça s'appelle, mais comme tout risque, il existe, tu as un rendement important, etc. Pas de fiscalité à la sortie si tu détiens les parts pendant 5 ans, donc pour les Français fiscophobes, c'est super. Et là, tu investis au capital dans un fonds qui va investir non seulement au capital pour acheter des murs d'hôtels, mais également pour participer à l'exploitation de ces hôtels. Bon, alors je peux comprendre que les gens aient eu peur au premier trimestre, voire au deuxième trimestre 2020. Bon, mais pour un fonds qui est lancé là, en ce moment, donc qui est en phase de collecte auprès des clients et qui va commencer à investir en ce moment, et dont les hôtels seront réhabilités et remis en exploitation, je te le donne en mille, fin 2021, au mieux premier semestre 2022 pour la saison d'été. Je ne comprends pas que les gens n'y aillent pas si ce sont des hôtels dans le 15e arrondissement de Paris, dans le centre de Lisbonne, dans le centre de Bordeaux. J'en sais rien parce que ce qui fait la rentabilité des hôtels, c'est le voyage professionnel. Il ne s'est pas arrêté, Stéphane, crois-tu? Et on verra. Ouais, mais on verra. Je ne t'ai pas dit le cœur d'Agen ou de Cahors. Non, mais le voyage professionnel à Paris, partout dans les capitales, s'il y a un élément qui peut-être va être profondément transformé par ce qu'on a travaillé, par ce qu'on a traversé, c'est sans doute cette idée de traverser l'Europe pour faire une réunion, un meeting, etc. Voilà. C'est pas ce que je dis, parce qu'attention, évidemment, c'est ça qui fait la rentabilité de ces établissements. Je dis juste qu'à partir du moment où tu as un opérateur qui va acheter les murs et gérer l'exploitation, automatiquement, il va avoir, il va plus être dans la vieille foncière. Parce que moi, je te parle juste d'investir normalement dans les murs. Là, c'est dans l'exploitation. Ouais. Donc ça change. Non, mais ça change tout parce que là, il va commencer à s'adapter. Je te donne un exemple. Il y a de plus en plus de projets qui devaient être des hôtels d'affaires qui sont devenus des hôtels des actifs de co-living. Donc il y a une part en étudiant, il y a une part en senior et il y a une part en affaires. Ce qui est très bien d'ailleurs pour
Non, mais moi j'adore parce L'homme que d'affaires de 30 ans qui tu vient, il y a une étudiante de 20 ans, bon c'est sympa. tu On l'inverse aussi d'ailleurs en demeurant. Tu reconstitues un couple qui avait disparu et qui était l'immobilier et le risque. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Et donc forcément ça apporte des rendements plus intéressants. Évidemment, évidemment. Puisqu'il y a davantage de Et risques. tu sais, aujourd'hui, il y a un grand groupe hôtelier qui s'appelle Accor. Ouais. Et il y a un grand faiseur de produits financiers de ce type-là qui s'appelle Keys Reim. Bon, Accor, en ce moment, ils sont sur le lifestyle. Ouais. Tu sais, bon, voilà. Et en même temps, ils sont sur ce qu'on appelle l'asset light. C'est-à-dire qu'Accor, en ce moment, se débarrasse de l'exploitation. Il s'est déjà débarrassé des murs il y a un certain temps. Il se débarrasse maintenant de l'exploitation. Tout à fait. Accor et Keys Reim ont créé, en fait, un produit qui permet finalement d'assurer la détention des murs, la gestion, et la marque reste détenue par Accor. Donc en fait, Accor garde toujours finalement une vision comme McDonald's a sur un super franchisé. Et quand tu as du Mama Shelter, quand tu as de l'hôtel 25e heure, qui sont des hôtels modernes, moins chers, rapides, où il y a un super bar, un rooftop, etc. C'est comme ça. Bon. L'hôtellerie d'affaires, elle va évoluer, mon cher Stéphane, parce que moi qui viens souvent à Paris, le Mercure du coin, ça m'intéresse un peu moins. Le Mama Shelter, en revanche, où il y a un peu d'ambiance, je peux faire venir un client et faire un baby-foot géant, ça change tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, On est au bout, il faut Stéphane. tourner. Il faut que cette rotation, il faut la saisir. On a compris. Et encore une fois, c'est très intéressant. Merci. Cette période où... Mais non, mais c'est cette période où, effectivement, les opportunités sont à saisir. Il y a des rotations, les opportunités sont à saisir. Voilà. Stéphane Van Nuffel, donc, fondateur de netinvestissement.fr, notre invité sur Bismart. On va terminer, les amis, on va terminer à Londres avec Virginie Charles-Deer qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. J'ai écrit Au secours des parents, Virginie, comme sous-titre à notre entretien. Mais d'abord, il faut, parce que et ça fait 48 heures qu'on ne parle que de ça, donc il faut que je vous demande, Virginie, si effectivement il y a une ambiance de libération et de fin de guerre en ce moment à Londres. Ah oui, complètement. Les rues sont pleines de gens qui veulent faire les magasins, retourner au pub et en terrasse des restaurants. Je confirme. Et on le vit vraiment comme une libération? Vous le vivez comme une libération? Oui, je pense que tout le monde le vit comme une libération. À Londres, on a été confinés depuis avant Noël, donc ça fait quand même plusieurs mois, avec les enfants à la maison jusqu'à début mars. Donc oui, une grande libération, alors, on est très contents. Oui, non, mais sauf que c'est mauvais pour votre business. Parce que vous êtes le business, donc on voit derrière vous, là, c'est magnifique, la Toucan Box. Et donc, c'est le business du confinement qui existait avant le confinement. Vous allez me raconter, Virginie. Oui, on existait depuis 2013, donc bien avant le confinement. Toucan Box, ce sont des kits ludo-éducatifs, donc ils sont faits pour stimuler la créativité des enfants. On s'inspire de la pédagogie Montessori. Et ce sont des boîtes que vous voyez derrière moi qui sont livrées une fois par mois au domicile des enfants. Un mot. Ça, c'est une ancienne boîte, ça. Est-ce qu'on peut résumer le pédagogie Montessori? Est-ce qu'on peut résumer ça en 40 secondes? Oui, pour être simple, en fait, c'est vraiment l'apprentissage par la création. Donc, les enfants, on leur donne des activités à faire et puis par eux-mêmes, ils découvrent comment ça marche. Donc, c'est un processus qui non seulement les amène à découvrir un peu le monde autour d'eux, mais aussi à apprendre des choses en faisant soi-même. C'est ça, et en gagnant en autonomie. Alors, en France, les parents à qui tu parles là sont eux toujours confinés, et puis ils le sont encore sans doute en ce qui concerne les écoles, sans doute au moins pour 15 jours. Et l'idée, c'est l'apprentissage par soi-même, justement. Voilà, c'est ça. Donc, dans chaque boîte, il y a 2 kits créatifs avec tout le matériel nécessaire pour mener à bien les 2 projets. Il y a un magazine et puis il y a une petite surprise. Et donc, les kits sont personnalisés, sont adressés à l'enfant. Et puis, on peut choisir, donc en s'inscrivant sur le site internet, on peut choisir les activités qu'on veut dans chaque boîte. Et est-ce que le confinement a donné un boost à l'ensemble de tes activités ?
Alors oui, très clairement, surtout le premier confinement, je dirais, où il y a eu un espèce de sentiment de panique. Ça a profité grandement, je dirais, au secteur des loisirs créatifs en général. Le secteur des loisirs créatifs, ça représente à peu près 10% dans la catégorie enfant, 10% du secteur du jouet. Et c'est un secteur qui, depuis les dernières années d'ailleurs, non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes, les loisirs créatifs ont été en croissance. Mais effectivement, pendant le confinement, il y a certaines catégories clés qui ont bénéficié du fait que les enfants soient à la maison. Ce sont les puzzles, les jeux de société et donc les jeux et les matériaux de loisirs créatifs Surtout comme Toucan-Box. Tu étais déjà adapté, évidemment, complètement digitalisé, tout ça dans la boîte à lettres. Enfin, tout était prêt finalement. Alors oui, pour nous, tout était prêt. Le business model, c'est vraiment du D2C, donc direct to consumer. On vend exclusivement sur notre site internet. Donc, on n'a pas été impacté par la fermeture des magasins. Donc, ça a été un point positif. Et puis, ce sont des boîtes qui arrivent directement. Elles sont faites, elles sont assez fines. Et elles sont faites pour rentrer dans la boîte aux lettres. Donc, pas besoin d'aller à la poste récupérer un colis. Ça arrive directement à la maison. Et Virginie, c'est universel ou alors on va rester en Europe, c'est-à-dire tu as la même croissance en Angleterre, en France, d'autres pays européens dans lesquels tu interviens? Oui, alors on est aujourd'hui présent un peu partout en Europe, mais avec trois marchés principaux, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. On est traduit, donc les activités sont traduites en 4 langues. Et oui, c'est vraiment un produit qui se décline aussi bien en France, en français qu'en Allemagne et en Angleterre. Ouais. Les goûts sont assez similaires entre les pays, en tout cas en Europe. On envoie des boîtes dans 27 pays du monde, donc on voit bien que les enfants ont les mêmes envies un peu partout dans le monde. Absolument. L'Europe des enfants existe, voilà. Je trouve ça très, très rassurant. On n'a pas donné les âges, c'est à peu près 3-8 ans, c'est ça 3-8 ans, les âges. Bon, mais alors, et dernière question, tu vas recevoir le Queen's Awards, une récompense de... C'est quoi le Queen's Awards? Une récompense de la reine? Oui, alors c'est encore pas tout à fait officiel parce que c'est la reine qui va l'annoncer, donc il faut pas encore le dire. Ça va, nous on est confidentiel. Vous êtes en avance, vous avez l'exclusivité. Alors oui, c'est une récompense qui est donnée par la reine chaque année dans différentes catégories. En l'occurrence, nous sommes entrés dans la catégorie des exports. Et donc, qui nous récompense pour la croissance à l'export de Toucan-Box. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc voilà, normalement, je devrais voir la reine en juin et avoir l'occasion Physiquement, c'est des récompenses qu'elle remet physiquement, tu vas la voir? Oui, c'est ça, ouais. Je vais m'inviter à Buckingham Palace pour recevoir la récompense. Bon, ben merci pour tout ça, Virginie. Virginie Charles-Esdir, donc Toucan-Box, allez voir ça, je le dis avec un léger accent, voilà. Oui, Toucan-Box. Toucan-Box sans accent. Allez voir ça et merci beaucoup pour cet entretien. Les amis, c'était Bismart. Demain, Aurélie Planex. Et nous, on va passer avec une petite période de rediffusion là, pendant à peu près 15 jours. Et donc, on se retrouve début mai en direct. Bonne soirée à vous.